Donc première vidéo concernant la méiose niveau supérieur. Donc cette méiose a été découverte en 1883 par un embryologiste belge qui a fait des observations microscopiques chez un ver qui s'appelle le nématode. Il a constaté qu'il y avait 4 chromosomes dans l'œuf et seulement 2 chromosomes dans les gamètes. Il en a déduit qu'il y avait un processus qu'il a appelé la méiose qui réduit le nombre de chromosomes au cours de la gamétogénèse et il y aura restauration de ce nombre grâce à la fécondation. On peut donc représenter le cycle de développement humain de cette façon, avec donc la méiose qui réduit, qui fait passer de la diploïdie à la ploïdie, et la fécondation qui rétablit la diploïdie. Entre deux, des mitoses qui gardent constant le nombre de chromosomes. Mitose et méiose peuvent être comparées à différents niveaux. Au niveau du mode de reproduction, sexué ou asexué, au niveau des organismes concernés, principalement ce qu'on appelle les organismes supérieurs, pluricellulaires pour la méiose. La mitose ne concerne que des organismes inférieurs, la majorité étant des unicellulaires. Les cellules concernées sont les cellules de la lignée germinale pour la méiose et les cellules somatiques pour la mitose. Les cellules produites sont 4 gamètes, c'est-à-dire des cellules sexuelles haploïdes qui ne ressemblent pas à la cellule mère. Par contre, pour la mitose, 2 cellules diploïdes qui sont des clones, c'est-à-dire des copies conformes de la cellule mère. Il y a 2 divisions au cours de la méiose, précédées d'une seule réplication, une seule division pour la mitose. Les mutations sont régulières pour la méiose et plus rares pour la mitose, et la durée est plus longue pour la méiose que pour la mitose. Ce qui va nous amener pour cette méiose à nous poser la question: comment la méiose permet-elle l'évolution des espèces et l'adaptation à l'environnement? Ce qui va nous amener à nous intéresser tout d'abord au déroulement de la méiose avec la réplication de l'ADN qui précède la méiose. Donc cette réplication a été vue en première au cours de l'interphase qui précède la méiose, comme elle précède la mitose. On voit dans le noyau des cellules les filaments d'ADN qui s'ouvrent, qui se dédoublent. On parle de fourche de réplication de part et d'autre ici, et globalement d'œil de réplication pour cette zone d'ouverture où l'ADN par complémentarité est synthétisé. Il y a donc duplication des chromatides suivant un mécanisme semi-conservatif. La molécule bleue est la molécule initiale, donc elle s'ouvre et par complémentarité de chaque brin se forme un nouveau brin complémentaire. On le voit aussi si on étudie l'évolution de la quantité d'ADN au cours du temps. On a ici l'interphase, ici la méiose que j'ai tronquée pour l'instant. On passe d'une quantité d'ADN de 2C à une quantité 4C grâce à cette réplication. On passe donc de cellules diploïdes qui ont 2 N chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes à une chromatide, avec 2 copies de chaque chromosome, c'est-à-dire les chromosomes par paire, à une cellule diploïde à 2 N chromosomes, toujours à 46 chromatides, toujours à 46 chromosomes, à 2 chromatides cette fois, c'est-à-dire 4C ADN. Voici ici représentés les chromosomes. Donc avant la réplication, les chromosomes sont à une seule chromatide. Après la réplication, les chromosomes sont à 2 chromatides. Ils vont se séparer en première division de méiose et les chromatides vont se séparer en deuxième division de méiose. La première division de la méiose, qu'on appelle aussi en médecine la méiose 1, je n'aime pas le terme mais il est utilisé en médecine, dure 90% de la durée de la méiose. Donc c'est une étape très importante dans la méiose. La prophase 1, qui va retenir notre attention ici, dure elle 90%
de cette première division de méiose. Donc une étape où il se passe beaucoup de choses que l'on étudie en globalité en terminale et dans le supérieur que l'on approfondit. Différents stades donc qui sont appelés leptotène, zygotène, pachystène, diplotène et diacynèse que nous allons voir successivement. Au stade leptotène, qui signifie mince pour leptos, et ténia que l'on retrouvera toujours à la fin d'antenne, signifie ruban ou bandelette. Donc les chromosomes sont sous forme de minces rubans. On a donc des filaments qui sont fins et longs et qui sont constitués de deux chromatides sœurs, représentés ici pour un chromosome en bleu, le chromosome d'origine paternelle, et le chromosome 1. Alors les chromosomes 1 sont des grands chromosomes et les chromosomes 21 sont des petits chromosomes. Je représenterai tout au long de la présentation de cette façon. Ils sont attachés à la membrane nucléaire interne. Ce qui entoure le noyau, c'est une enveloppe. Une enveloppe, ça veut dire deux membranes superposées. Donc la membrane nucléaire interne, c'est là où sont accrochées les extrémités des chromosomes. Les extrémités, ça s'appelle les télomères. Il y a un début de condensation des chromatides, mais qui est encore assez peu marqué. Et enfin, il y a duplication et début de migration des centrioles, et on voit les fibres du fuseau qui relient les deux centrioles. Le zygotène est la deuxième étape en 1-2. Ça vient du mot zygon qui veut dire le joug. Alors j'ai mis une image parce qu'on connaît peut-être plus aujourd'hui ce que c'est qu'un joug. C'est une pièce de bois qui sert à rapprocher deux animaux dans un attelage, par exemple pour labourer un champ. Donc vous voyez cette pièce de maintien, eh bien c'est ce qui va permettre aux chromosomes d'être maintenus ensemble, d'où le nom de zygotène. Les chromosomes commencent à s'épaissir et à se raccourcir. Il y a un début d'appariement des chromosomes homologues que l'on appelle la synapsis. Elle débute sur la membrane nucléaire interne, à ce niveau-là, et elle va progresser comme une fermeture éclair jusqu'au centromère. Elle entraîne la formation de ce qu'on appelle un bivalent, c'est-à-dire une paire de chromosomes homologues, encore appelée une tétrade, c'est-à-dire un ensemble de 4 chromatides accolées les unes aux autres. Il y a poursuite de la migration des centrioles vers les pôles opposés de la cellule. Voici ici le fameux complexe synaptonémal observé au microscope électronique à très fort grossissement. Donc vous voyez un trait central et puis des choses très peu visibles au milieu et autour des choses plus grisâtres. Alors voici une interprétation de cette observation. Ce complexe est donc formé par deux éléments latéraux qui sont parallèles et qui sont constitués de coésine. Coésine, ça veut dire que ce sont des molécules qui servent à la cohésion. Elles ont donc un rôle dans l'attachement des chromatides sœurs. Un complexe protéique qui contient aussi des protéines nommées SMC1 et 3 est maintenu par d'autres protéines que sont les protéines HREC8 et HHR21. Ces deux éléments latéraux se fixent aux chromatides maternelles d'un côté et paternelles de l'autre côté. Un élément central qui est composé d'une autre protéine, la protéine SCYP1, et qui présente des nodules de recombinaison, ça vous connaissez ce terme, qui permettent donc un échange d'informations entre les chromosomes homologues. Il y a enfin des filaments transverses qui relient l'élément central aux éléments latéraux. Donc on a un ensemble cohérent. On arrive au stade pachystène.
L'étymologie Pakis veut dire épée. Donc on a un ruban ou une bandelette, un filament d'ADN qui devient maintenant beaucoup plus court et beaucoup plus épais. C'est ce qu'on appelle la condensation des chromosomes. Et c'est seulement à ce moment-là, moi je l'ai représenté depuis le début, mais c'est seulement à ce moment-là qu'on voit le centromère au microscope. Électronique bien sûr, à fort grossissement. Il y a brassage intrachromosomique, c'est-à-dire échange de matériel génétique entre deux chromatides de chromosomes homologues par crossing over. Ça se fait pendant l'appariement des chromosomes en tétrade et ça se fait grâce à des nodules de recombinaison du complexe synaptonémal qu'on a vu juste avant. Enfin, ça se réalise au niveau des chiasmas, c'est-à-dire les zones de chevauchement des deux chromatides. Voici ici une représentation du mécanisme moléculaire des recombinaisons au cours de la méiose. Ici, on a le synapsis, c'est-à-dire les chromosomes d'une paire qui sont très proches l'un de l'autre. On n'a pas représenté le complexe. Donc, il se forme des tétrades. Il y a ensuite enjambement des chromatides des deux chromosomes homologues. Et la recombinaison, eh bien, c'est un échange de portions de taille équivalente. On arrive au stade diplotène, le 1,4. Diplos, ça veut dire double. C'est le moment où l'on voit très bien les chiasmas sur des images de microscopie électronique comme celle-ci. Il y a en fait un désynapsis, c'est-à-dire que les chromosomes se séparent, les paires de chromosomes se séparent l'une de l'autre, sauf aux endroits des chiasmas. Les chromatides sont bien individualisées et donc il y a persistance des chiasmas, c'est-à-dire des points de contact entre les chromosomes de chaque bivalent. Il en reste en général 2 ou 3 à terme une fois que la synapsis est terminée. Voici une représentation correspondante à celle de microscopie que je vous ai montrée précédemment et son interprétation colorée. C'est un chromosome qui fait beaucoup de chiasmas parce qu'il a son centromère à une de ses extrémités. Et donc on a 4 chiasmas qui sont représentés sur ce long chromosome. La dernière étape, la diacinèse, dia ça veut dire séparation et kinésis mouvement. Donc c'est le mouvement de séparation du cytoplasme notamment. Donc disparition, pas séparation du cytoplasme, pardon, séparation début de séparation des chromosomes. Donc disparition du complexe synaptonémal avec glissement des chiasmas vers les télomères, c'est-à-dire vers les extrémités des chromosomes, par le phénomène qu'on appelle la terminalisation. Il y a raccourcissement et épaississement des chromosomes, avec détachement des télomères de la membrane nucléaire interne, qui d'ailleurs est en cours de disparition, et donc présence d'un chiasma terminal, disparition de l'enveloppe nucléaire, que j'ai représenté ici en pointillé, et le fuseau achromatique, eh bien, il est aux deux extrémités de la cellule, donc prêt pour la métaphase qui va suivre. Un résumé de ces différentes phases: leptotène, zygotène avec la fermeture éclair qui se ferme, pachitène avec le synapsis complet, c'est complètement, les chromosomes du bivalent sont complètement collés l'un à l'autre et il y a des crossing over. Le diplotène, c'est le désappariement, le désynapsis, et la diacinèse, condensation au maximum des chromosomes homologues. Autre façon de représenter ça, avec en plus les étapes qui vont suivre, c'est-à-dire métaphase 1, anaphase 1, etc. Ici, nous avons toutes les phases de la méiose qui vont suivre. Donc la prophase en terminale, ça n'était que ceci, et c'était qu'un des éléments. On va voir maintenant les autres phases. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo.